Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h15 et notre invité c'est Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour votre première grande interview audiovisuelle. Merci d'avoir choisi Good Morning Business. Une première question, Antoine de Saint-Affrique, ça fait un an et demi que vous avez pris les rênes de Danone. Je ne vais pas vous demander votre rapport d'étonnement, c'est un peu tard. En revanche, on regardait avec Laure la raison d'être de Danone, la santé par l'alimentation. Vous êtes un groupe alimentaire ou un groupe de santé aujourd'hui ? Alors la santé passe par l'alimentation. Et donc on est un groupe alimentaire, mais avec un portefeuille de produits qui est complètement centré sur la santé par l'alimentation. Depuis des choses comme le yaourt. Le yaourt a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Daniel Carasso pour prendre soin de la santé des enfants à Barcelone dans les années 1900, vendu en pharmacie à l'époque. On a des produits aussi médicaux. On fait des médicaments pour permettre la récupération en matière oncologique. Donc on a un portefeuille qui est complètement centré sur la santé par l'alimentation. Vous avez publié vos résultats la semaine dernière, des résultats qu'il faut analyser peut-être en enlevant les événements exceptionnels, en se concentrant sur les produits. Vous augmentez le chiffre d'affaires, mais les volumes se tassent. Est-ce que ça veut dire que vous avez des difficultés à remettre l'inflation sur les prix ? Alors on a eu de bons résultats qui ont d'ailleurs été salués par les marchés, qui sont d'ailleurs à la suite d'une série de bons résultats. On en est à notre 4e trimestre au-dessus des attentes du marché, avec une croissance qui est une croissance en volume aussi, si vous excluez l'impact de la Russie. On a dans un certain nombre de cas réduit nos gammes, parce qu'on avait des produits qui n'étaient pas performants. Donc on a au total une croissance qui est très équilibrée. Mais vous avez quand même un chiffre d'affaires qui a bondi de 13,9%. Est-ce que ça veut dire, comme beaucoup de groupes, que ce soit dans le luxe ou dans d'autres secteurs, vous avez quand même eu ce pricing power qui vous a permis de transférer vers le consommateur les hausses de coûts ? Alors, il y a eu évidemment un effet d'inflation. Il y a eu aussi un effet de mix, puisqu'on a vendu plus de produits plus chers. Mais est-ce que ça veut dire que... parce que quand on regarde les marges, il y a un petit effritement. Ça veut dire que vous avez passé les hausses de coûts sur les consommateurs, mais pas plus, parce vous savez que le débat en ce moment, c'est de savoir qui sont les profiteurs de guerre. Est-ce qu'il y a des groupes qui arrivent, sous prétexte d'inflation, à faire ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 20 ans, c'est-à-dire à augmenter massivement les prix ? Est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que quand on voit les marges qui s'effritent un peu, vous n'avez pas réussi ce tour de force, par exemple, du secteur du luxe ? Alors on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que d'abord on a absorbé une partie très significative de l'inflation. On a eu des efforts de productivité extrêmement importants. On s'est assuré aussi, d'ailleurs, de protéger le revenu de nos partenaires et en particulier des agriculteurs. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a réinvesti dans nos produits. On a réinvesti à la fois dans la qualité des produits et on a réinvesti dans la publicité des produits. Donc on a effectivement réinvesti une partie de nos marges en faveur du consommateur. Vous le disiez, vous avez réduit la gamme. Ça faisait partie des points de cet audit sans concession que vous avez fait quand vous êtes arrivé. Christophe Zé, on ne va pas vous demander votre rapport d'étonnement, mais quand même, quand vous êtes arrivé, il y a un audit, un exercice de transparence qui a été fait avec des points assez difficiles de bilan sur ce qui a été fait ces dernières années. On est là à une charnière pour Danone. Oui, alors Danone, depuis un an, a commencé à déployer le plan que nous avions présenté, qui s'appelle Renew Danone. On l'a déployé de manière extrêmement systématique, avec une attention, une passion particulière pour l'exécution, pour l'innovation. On commence à en voir les résultats qui ont été salués par les marchés. Donc effectivement, la société a retrouvé une forme de confiance. On commence à se projeter vers l'avant, alors avec des choses comme l'inauguration de Saclay, avec ce qu'on fait avec les Jeux Olympiques. Donc une première étape importante, mais une première étape seulement. Antoine de Saint-Affrique, vous le disiez, c'est vrai que en bourse, belle remontée du titre, ce qui veut dire que vous êtes dans la ligne de ce que vous avez promis aux investisseurs. Mais enfin, quand on vous compare à vos concurrents de l'agroalimentaire, vos marges sont encore nettement inférieures. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous pouvez faire pour retrouver encore de la rentabilité ? Est-ce que vous allez réussir à encore passer des hausses de prix ? Vous allez baisser vos coûts, encore rationaliser, restructurer, vous séparer de certains produits ?
Alors, ça n'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond. C'est une course de fond qui est fondée sur la qualité, sur l'innovation, sur apporter des choses qui sont intéressantes pour le consommateur. Donc, on n'est pas dans une logique de prix. Donc, c'est une logique de premiumisation des produits ? On est dans une logique de premiumisation, on est dans une logique de valeur à tous les prix. Quand vous achetez un yaourt Danone, 20 centimes, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, à la fois en termes de goût et en termes de bénéfices, pour un prix qui est très très modeste. Quand vous achetez Hi-Pro ou YoPro, qui sont des produits à base de protéines, vous êtes sur des produits qui sont beaucoup plus premium, mais aussi avec un bénéfice qui est très très clair. Et une marge plus élevée, du coup. Oui, parce que le simple yaourt, c'est pour les autres, en fait. Vous, c'est un yaourt qui fait plus du bien. Alors, un Danone, ça n'est pas un simple yaourt. On a des ferments qui sont absolument uniques. On a une expertise et un savoir-faire qui sont extraordinaires. On a, dans notre centre de recherche de Seclay, 1900 souches différentes qui nous permettent de faire des yaourts absolument extraordinaires, qui permettent de relâcher, révéler tout ce qui est de bon dans le lait. Bon, ça c'est ce que vous dites aussi, d'abord aux consommateurs, c'est ce que vous dites aussi aux grands distributeurs pour justifier parfois des hausses de prix. On a vu la petite passe d'armes que vous avez eu à Intermarché sur le prix de l'eau d'Évian. Mais on voulait vous faire écouter Michel Biérot, le patron de Lidl, qui était sur BFM TV ou RMC la semaine dernière. Écoutez ce qu'il disait justement sur les industriels de l'agroalimentaire. Je ne vous le cache pas, c'est tendu. C'est tendu avec les multinationales. Parce que, comme vous le savez, les négociations qui se jouent actuellement concerne uniquement les marques nationales et non pas les marques de distributeurs. C'est tendu pourquoi ? Parce qu'ils nous demandent des hausses entre 10, 15 et certains 40% sans aucune justification et sans transparence, dans une opacité totale. Alors là, il reste 48 heures pour signer avec la grande distribution vos prix catalogues. Est-ce que d'abord vous avez signé avec tous les distributeurs ou pas encore ? Et est-ce que vous demandez des hausses de 15, 20, 40% comme le dit Michel Biérot ? Alors, première chose, c'est que l'inflation n'est une bonne nouvelle pour personne, ni pour les distributeurs, ni pour les consommateurs, ni pour les industriels, ni d'ailleurs pour les agriculteurs. Deuxième chose, les négociations sont en cours, alors plus avancées avec certains, moins avec d'autres. Vous avez signé avec on a signé avec certains. Ce sont des négociations qui sont des négociations extrêmement factuelles. Comme je vous l'ai dit, on a absorbé une très grande partie de l'inflation grâce à la productivité. On est aussi très très attentif à protéger le revenu des agriculteurs. Donc on essaie de trouver une solution qui est équilibrée et c'est dans ce sens-là que vont nos discussions. Les hausses de prix, de quel ordre les hausses de prix ? C'est difficile de parler en moyenne parce qu'en fait vous avez des situations qui sont justement très très différenciées. Parce que les hausses de prix sont des hausses de prix qui sont justifiées par des hausses de matières premières, par des hausses d'électricité, par les hausses des cours du lait. Nous, on aime bien les moyennes quand même, parce qu'on a besoin de dire... C'est 10 ou c'est 40 ? on est plutôt sur les 12 derniers mois autour de 10 qu'autour de 40. On a vu dans le conflit avec l'eau d'Évian et Intermarché qu'à un moment donné, il y a un déréférencement. L'eau d'Évian sort des rayons. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi encore des conflits sur d'autres produits ? Et est-ce que vous dites, finalement, on va les vendre par d'autres moyens, on n'a pas besoin d'Intermarché ? Alors le conflit n'est bon pour personne, donc on est en train de travailler, et je pense que tout le monde dans l'industrie et le commerce fait la même chose, travaille à trouver des accords ou des terrains d'entente qui permettent de servir le consommateur, qui permettent de faire croître les catégories et qui permettent de se projeter vers l'avant. Et parfois ça marche pas. Et il n'y a pas d'évian dans les rayons. Parfois ça marche pas et il n'y a pas d'évian dans les rayons. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave, bien sûr, parce que vous pénalisez le consommateur, parce que vous pénalisez la marque Évian. Cela étant dit, ce sont des choses qui arrivent, vous essayez de trouver un accord et vous allez de l'avant. Alors vous êtes très fort quand même, Antoine de Saint-Henri, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture ce week-end, qui prenait parti pour les industriels, qui disait que ceux qui devaient faire des efforts, c'était les distributeurs. Et puis il y a cette proposition de loi dont on parle beaucoup sur ce plateau, des Crozailles, qui est passée à l'Assemblée, au Sénat, qui va retourner à l'Assemblée, très favorable aux industriels, puisqu'elle encadre encore davantage les promotions. C'est quoi ? C'est du lobbying auprès de l'exécutif, auprès d'Emmanuel Macron, que vous avez réussi ? Alors ce que vous avez entendu au Salon de l'Agriculture, c'est probablement quelque chose qui a trait aussi à la défense du revenu des agriculteurs. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis très très longtemps, Danone est engagé dans ce combat. On a des contrats à moyen et à long terme avec les agriculteurs. On les aide à transformer leurs exploitations. L'année dernière, on a augmenté de 30% les prix du lait. Donc vous êtes dans une logique de protection du revenu des agriculteurs de façon à pouvoir pérenniser l'agriculture et pouvoir la transformer aussi dans une agriculture qui est plus durable.
2024, retour de la croissance profitable, c'est l'objectif. Est-ce que ça va être aussi une année d'acquisition? Est-ce que vous avez des cibles? On parle parfois de Bell, de Lactalis. Est-ce que vous regardez le marché comme avec envie? Bell que vous auriez pu d'ailleurs diriger ou présider. À un moment donné, vous étiez dans la shortlist. Vous pourriez les racheter du coup. Alors, on regarde le marché et des acquisitions possibles avec beaucoup d'intérêt dans des domaines que je ne vous préciserai pas, mais effectivement, on continue à regarder le marché de manière très... Vous avez les moyens financiers d'une acquisition comme ça, Lactalis, Bell, c'est des choses que vous pourriez faire? Alors, on est, et ce qu'on a dit, on a été extrêmement discipliné dans la manière dont on a réduit la dette de Danone et on continuera à le faire. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on ferait plutôt des petites acquisitions que d'énormes acquisitions dans des domaines qui sont stratégiques. Ils sont trop gros, les deux que j'ai cités là? Dans des domaines qui sont stratégiques pour nous, donc dans des domaines à forte valeur ajoutée, dans des domaines qui correspondent à notre mission. Un mot du plastique. Il y a 3 ONG, dont Zero Waste, qui ont assigné Danone en justice pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance. Vous avez augmenté votre utilisation de plastique. Le plastique, c'est l'ennemi numéro 1 désormais, pour des bonnes et des moins bonnes raisons. C'est quoi votre vision sur la question du plastique? Est-ce que vous dites j'arrête partout, quitte parfois à augmenter mon bilan carbone parce que j'utilise plus de verre, ou vous dites je vais garder un peu le plastique, mais parfois ça ne va pas plaire à l'opinion générale? Alors, le plastique est clairement un enjeu de société et c'est aussi un défi technologique qui est extrêmement important. C'est un défi sur lequel on a été extrêmement pionnier et sur lequel je suis extrêmement impliqué. La première chose, c'est que vous voulez des emballages qui sont recyclables, compostables, réutilisables. On est à 84%, donc on est probablement très très en avance sur la très grande majorité de l'industrie. Et on va continuer à aller vers 100%. La deuxième chose, c'est que vous voulez non seulement des emballages qui sont recyclables, mais des emballages qui sont recyclés. Danone a été l'un des cofondateurs d'éco-emballages. On est à l'avant-garde de pousser des filières de recyclage dans les pays développés, donc on est très très en faveur de la consigne. On est aussi à l'avant-garde de créer des business models qui permettent de récupérer plus ou autant de plastique que ce que vous vendez dans les pays en voie de développement. Et puis bien sûr, vous devez chercher des solutions technologiques qui sont des solutions totalement décarbonées. C'est ce qu'on fait dans nos laboratoires de Saclay. Alors, quand vous êtes arrivé il y a 1 an et demi à la tête de Danone, tout le monde disait voilà, c'est un homme de terrain, il va retransformer l'entreprise, il va redonner confiance aux salariés qui étaient un peu perdus par tout ce qui s'était passé. Or, il y a quelques jours, vous nommez Muriel Pénicaud pour une mission externe, justement, sur l'organisation sociale de votre entreprise. Pourquoi vous allez chercher Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, ancienne DRH de Danone? C'est pas encore au point, le climat social? Alors, c'est intéressant. Muriel Pénicaud n'est pas en charge de l'organisation sociale de l'entreprise. Nous lui avons demandé de nous aider à réfléchir en fait sur l'après. D'ici 2030, vous avez 1 milliard d'emplois qui changeront fondamentalement de nature. Donc, redéfinir les besoins en compétences de demain, préparer la transformation des compétences est un enjeu fondamental, qui n'est pas uniquement un enjeu pour notre entreprise, c'est un enjeu pour l'ensemble de notre écosystème. Donc, Muriel, avec une série de partenaires de tous ordres, nous aide à nous projeter de l'avant. Le climat social chez Danone est un climat bon, qui est un climat avec un intense dialogue social. Donc c'est pas du tout l'objet de la mission de Muriel. Mais c'est intéressant sur l'héritage de l'ère Faber que vous conservez ou pas. Je crois que vous avez le même chief of staff qu'Emmanuel Faber que vous avez gardé. Il y avait des choses bonnes à garder. Comment c'est traité en interne sur le plan de la gouvernance? On dit continuité, on dit rupture? Alors, on est à la fois dans la continuité et la rupture, puisque chaque directeur général apporte sa propre touche. Alors, il y a eu un renouvellement complet du conseil d'administration, qui sera complètement renouvelé d'ici l'été. Il y a eu un mélange de continuité et de renouvellement dans les instances dirigeantes du groupe. On bâtit sur ce qui a été fait en matière de durabilité, One Planet, One Health, et on redéfinit le business model. Donc ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un mélange des deux. Alors j'ai vu que vous envisagiez aussi de faire de Danone un fournisseur de technologie. Peut-être que c'est aspiré de ce que vous faisiez avant chez Barry Callebaut, qui est le leader européen du chocolat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des briques technologiques chez Danone que vous pourriez vendre à des concurrents?
Alors, il y a des briques, d'abord technologiques, extraordinaires chez Danone. On a des savoir-faire en matière de ferments, on a des savoir-faire en matière de protéines, on a des savoir-faire en matière de lait. Mais c'est pas comme le Coca-Cola, faut pas garder ça pour soi. Je ne vous ai pas dit que j'allais les vendre à des concurrents. Mais vous avez dit que vous envisagiez d'être un fournisseur de matières premières pour d'autres. Alors, je n'ai pas dit de matières premières, mais en revanche, il y a un certain nombre de briques technologiques que vous avez vocation à exploiter de manière plus large, pas nécessairement vis-à-vis de concurrents, mais vous avez des choses qui ont vocation aussi à servir dans d'autres métiers que les nôtres. Par exemple, un exemple, juste pour qu'on comprenne ce que vous voulez faire. Écoutez, dans le domaine du lait, quand vous décomposez le lait, vous avez des ingrédients qui sont extraordinaires, dont vous vous servez pour une partie, mais que vous pouvez vendre à d'autres pour une autre partie. On a une base de ferment absolument extraordinaire. Comment mieux l'exploiter qu'aujourd'hui? C'est le secret du Coca que vous voulez vendre. Merci beaucoup, Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, d'avoir été notre invité.